Depuis 75 ans, Noréade s'engage pour préserver l'eau, protéger notre environnement et servir les territoires. Derrière chaque action, il y a des compétences, des ouvrages et surtout des femmes et des hommes qui font vivre cette mission. Voici leur histoire. Moi, c'est Xavier. Ça fait 5 ans que je fais partie de l'équipe réseau eau potable chez Noréade. Mon quotidien, réparer les conduites, remettre les branchements en état. En gros, je fais en sorte que tout le monde ait de l'eau tout le temps. Aujourd'hui, nous allons rencontrer notre président Paul Raoult et notre vice-présidente Danielle Mamet pour nous parler de Noréade, de son mode de fonctionnement et sur la question des enjeux de l'eau potable dans les années à venir. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Où sommes-nous aujourd'hui ? Oh, nous sommes à Lauquignol, dans un champ captant qui est installé sur la forêt normale. Madame la vice-présidente, bonjour. Où sommes-nous aujourd'hui ? Bonjour Xavier, nous sommes à Villeroy, dans une petite commune de l'Avesnois, devant le château d'eau qui a été rénové en 2020. Ce château d'eau a la particularité d'être alimenté par l'usine de Lauquignol. Quelle est la singularité du mode de fonctionnement des régies Noréade ? Vous avez utilisé un mot auquel je tiens beaucoup, qui est mal connu des Français, le mot régie. Nous sommes régis d'eau, c'est-à-dire que nous organisons l'exploitation de la distribution de l'eau par nos propres moyens. Nous ne sommes pas en délégation de service public, mais nous gérons nous-mêmes avec notre propre personnel. Donc c'est une entreprise publique, j'insiste sur le mot public. En quoi ce modèle répond aux enjeux de la quantité d'eau potable ? On a aujourd'hui la nécessité absolue de mettre en place une sobriété de la consommation d'eau. C'est une donnée nouvelle, fondamentale, essentielle, auquel on ne peut pas échapper. Les alternances de sécheresse ou d'excès d'eau font que vraiment il nous faut gérer l'eau en quantité de manière très restrictive. Et ça, c'est vraiment un élément déterminant de notre politique. Et je crois que d'être en régie permet de mieux y répondre. Quels efforts concrets ont été menés par la régie pour préserver cette ressource et quels sont les résultats ? Alors les efforts ont été de plusieurs natures. D'abord d'un point de vue d'une stratégie politique, déjà dans les années 90, il fallait assurer la sécurisation de l'alimentation en eau potable de l'ensemble de nos habitants, de nos abonnés. On connaissait déjà à l'époque des crises de sécheresse et certaines communes avaient des soucis d'alimentation en eau. Donc il y a eu le projet de l'autoroute de l'eau, la construction de l'autoroute de l'eau sur 200 km qui a permis de connecter, d'interconnecter l'ensemble de nos champs captants, qui permet de sécuriser l'alimentation en eau potable d'un point de vue quantité, mais aussi quand il y a des problèmes de qualité. Ensuite, il y avait aussi besoin de communiquer, de sensibiliser l'ensemble de nos abonnés à économiser l'eau. Nous avons mené une campagne de sensibilisation via les médias. Eu aussi une décision politique forte d'instaurer une tarification progressive, c'est-à-dire qu'au-delà de 80 mètres cubes d'eau, l'eau elle est plus chère. Et ensuite, il y a la sensibilisation des plus jeunes. Et donc, nous avons passé un partenariat avec les 3 inspections académiques, l'inspection académique du Nord, l'inspection académique du Pas-de-Calais et celle de l'Aisne, pour proposer aux écoles donc, des livrets pédagogiques sur la sensibilisation au cycle de l'eau et la nécessité pour être un territoire résilient de travailler sur la sobriété des usages de l'eau, et ensuite un volet plus artistique et plus ludique qui est le concours Maestro, qui permet aux enseignants de sensibiliser leurs enfants par les activités artistiques, que ce soit la peinture, que ce soit la vidéo, que ce soit la poésie. Et donc chaque année, nous réunissons un jury et nous sélectionnons les meilleurs candidats qui se voient récompensés par des sorties nature et ou des livres. À côté de toutes ces actions, il y a aussi une action sur le long terme qui est la lutte permanente contre les fuites d'eau. Donc ça passe par des investissements conséquents sur des outils de recherche de fuite.
de surveillance des réseaux et puis de renouvellement des canalisations, donc les plus anciennes qui sont aussi les plus fuyardes. Et nous avons eu l'immense plaisir d'être récompensés à 3 reprises, en 2022 et en 2023 et 2024, par les trophées des économies d'eau remis par le ministère de l'Environnement. L'eau est le premier marqueur de ce changement climatique et donc nous devons être extrêmement ambitieux, innovants, afin de pouvoir préserver la ressource en eau tant dans sa quantité que dans sa qualité. Je vous ai dit qu'il fallait qu'on fasse d'énormes efforts pour limiter notre consommation. Ça s'adresse évidemment à l'ensemble de la population, mais peut-être aussi tout particulièrement aux agriculteurs qui ont besoin d'eau pour irriguer et de plus en plus à cause de la sécheresse, à cause de la consommation aussi des industriels, les usines à batterie, etc., exigent beaucoup d'eau. Donc il y en a un effort vraiment colossal qu'il va avoir à faire dans les dizaines d'années qui vont venir. Moi, c'est Corentine. Je travaille au service relations abonnés chez Noréade depuis 3 ans. Mon job, répondre aux abonnés, que ce soit pour une explication de facture, un délai de paiement ou encore une souscription de contrat. Je cherche toujours la solution la plus adaptée et la plus rapide. Ce que j'aime, c'est le contact, l'écoute et de pouvoir apporter aux abonnés une réponse concrète et satisfaisante. Je suis en chemin pour rencontrer Thérèse Herp, maire de la commune de Leury, et Pauline Courtois, notre ingénieure en traitement des eaux potables, pour des questions tournant autour de la qualité de l'eau sur notre territoire. Bonjour Pauline. Bonjour Corentine. Où sommes-nous aujourd'hui? On est au siège de Noréade à Wascal où je travaille. Je suis ingénieure traitement eau potable, donc mon rôle consiste à garantir la qualité de l'eau distribuée sur le territoire de Noréade. Il y a 5 ans, les indicateurs de qualité de l'eau étaient très bons. On traitait principalement des éléments naturels comme le fer, le manganèse, l'ammonium. La problématique nitrate était maîtrisée essentiellement, sauf cas particulier, par les interconnexions avec des mélanges d'eau. Il y a quelques années, d'autres paramètres se sont ajoutés à la liste des paramètres suivis pour les eaux destinées à la consommation humaine, notamment des métabolites de pesticides, qui sont des molécules issues de la dégradation des pesticides eux-mêmes. Et pour certains, on s'est aperçu qu'on les retrouvait un peu partout sur le territoire et à des concentrations vraiment très élevées par rapport à ce qu'on avait pu observer auparavant avec d'autres molécules. Donc on s'est aperçu que l'eau n'est pas du tout épargnée par les pollutions anthropiques. Heureusement, on n'a jamais dépassé de valeur sanitaire maximale, qui est le seuil au-delà duquel la consommation de l'eau peut engendrer un risque pour la santé. Bonjour Madame le maire. Bonjour Corentine. Où sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à Leury, petit village de 110 habitants environ. Ta commune a-t-elle été confrontée à des problèmes liés à l'eau potable? Tout à fait. Les résultats de nitrate étaient trop élevés, ce qui fait que nous avons été obligés de résoudre ce problème. Noréade est donc intervenu pour trouver une solution. Ils ont décidé de nous installer une usine de traitement. Je me souviens du jour où le container a été livré, c'était le 15 octobre 2024. Et depuis, les travaux ont été faits. Aujourd'hui, ça fonctionne merveilleusement bien, mais c'est quand même quelque chose qui a coûté 250 000 €. D'où provient l'eau potable consommée sur le territoire des régies? Sur notre territoire, l'eau provient essentiellement de ressources souterraines. Et c'est souvent un mélange de plusieurs ressources qui est distribué, puisque Noréade a établi une politique d'interconnexion depuis plus de 20 ans, de manière à garantir la continuité de service sur le territoire, même là où l'eau manque ou n'est pas de qualité suffisante. Et pour finir, quels sont aujourd'hui les principaux enjeux liés à la qualité de l'eau potable? Le principal enjeu est, je dirais justement, de regagner en qualité. Et pour cela, il y a 2 volets complémentaires, le préventif et le curatif. Le préventif, c'est vraiment agir à la source pour limiter l'entrée de pollution dans l'eau. Et donc pour cela, on va voir la société pour leur inculquer en fait les bonnes pratiques, notamment sur les zones vulnérables. Noréade agit déjà beaucoup autour des captages sensibles en allant vers les collectivités et les agriculteurs pour les aider à aller vers les bonnes pratiques. Et le deuxième volet, le curatif, je pense qu'on n'aura pas le choix que de se tourner vers des traitements puisque certaines molécules qui ont un fort impact sur nous sont déjà interdites.
Donc on ne pourra pas limiter leur entrée davantage dans la nappe, il faudra traiter. Pour terminer, je dirais que les enjeux de qualité sont étroitement liés aux enjeux de quantité, puisqu'avec le réchauffement climatique, on est obligé de repenser la façon de partager l'eau. Et les traitements les plus sécurisants en matière de qualité sont parfois peu souhaitables sur le plan quantitatif pour la ressource. On ne peut donc pas cloisonner les problèmes. Comment juges-tu la qualité de service de Noréade face à ce problème? C'est eux qui se sont occupés de tout. Nous n'avons pratiquement jamais manqué d'eau, même pas une journée complète. Ils sont super. Moi, c'est Aline, et ça fait plus de 15 ans que je travaille chez Noréade. Je mène de front différentes tâches en tant que surveillant de travaux, suivi de chantier, de branchement, de lotissement, aussi bien en eau qu'en assainissement. La précision et la rigueur sont dans ma nature. Que ce soit au bureau ou sur un terrain de basket, je mets toujours la même énergie. Nous sommes en chemin pour rencontrer François Béraud, notre directeur général, et Antoine Simon, notre directeur technique. Les questions vont tourner autour du patrimoine de Noréade, sur les investissements à venir et comment sont gérés les budgets dédiés aux services publics de l'eau et de l'assainissement collectif. Bonjour François. Bonjour Aline. François, où sommes-nous aujourd'hui? Alors nous sommes dans les Flandres, à Sercu, sur la nouvelle station d'épuration qui a commencé à fonctionner en octobre 2024. Bonjour Antoine. Bonjour Aline. Aujourd'hui, on se situe où? Et on est sur un chantier d'assainissement en fait, pour mettre en séparatif la rue Neuve-Église à Bailleul. François, comment sont financés les programmes de travaux portés par Noréade? Alors il y a 3 sources de financement mobilisables. La première, la plus importante par son volume et par sa dimension stratégique, c'est l'autofinancement. De quoi s'agit-il? C'est l'excédent de la section d'exploitation une fois qu'on a mandaté, liquidé toutes les dépenses et assuré la charge de la dette. En somme, c'est ce qui reste en caisse après une année de fonctionnement courant. Ensuite, deuxième source de financement mobilisable, ce sont les subventions versées par nos partenaires, les agences de l'eau, l'agence de l'eau Artois-Picardie, l'agence de l'eau Seine-Normandie. Enfin, dernière source de financement mobilisable, il s'agit de l'emprunt, qu'il s'agisse de l'emprunt bancaire, comme pourrait faire n'importe quel particulier, ou des avances des agences de l'eau, indépendamment des subventions qu'elles versent, avances qui s'analysent comme des prêts à taux zéro. Antoine, quel est actuellement le patrimoine placé sous la responsabilité des régies Noréade? Alors le patrimoine de Noréade, c'est un patrimoine très important. Le patrimoine donc, en eau potable, tout d'abord, effectivement, c'est près de 11 400 km de canalisation. Ce sont également 353 châteaux d'eau ou citernes en fait, d'eau potable. Également donc 300 forages et 28 usines de traitement. Pour ce qui concerne l'assainissement, c'est également un patrimoine important puisqu'on a 285 stations d'épuration, près de 8 400 km de canalisation d'eau usée et d'eau pluviale et 2 750 stations de relèvement pour pomper les eaux en fait, vers les stations d'épuration. Quelles sont aujourd'hui les priorités de Noréade en matière d'investissement? Aujourd'hui, ce sont près de 35 millions d'euros qui sont consacrés au programme d'eau potable et 40 millions d'euros qui sont consacrés au programme d'assainissement. Le programme d'eau potable, il s'établit autour de plusieurs axes. Donc tout d'abord un axe effectivement qui est de garantir la qualité de l'eau potable au robinet du consommateur. Par ailleurs, on a un programme de sécurisation et d'interconnexion, un programme de rénovation des réseaux d'eau potable, notamment les réseaux fuyards. Enfin, on a un programme de rénovation des réservoirs. Pour ce qui concerne l'assainissement, donc il y a 3 axes principaux en fait. C'est la construction de nouvelles stations d'épuration et la reconstruction des stations d'épuration vétustes. On a également un programme pour finir la nouvelle desserte. Et enfin, on a également un programme pour améliorer nos réseaux d'assainissement. C'est le cas de ce chantier où on a effectivement des déversements par temps de pluie et où on doit passer en séparatif un certain nombre de secteurs. François, quels sont les enjeux liés à ces financements? Alors l'enjeu majeur, c'est le maintien de l'autofinancement à un niveau conséquent. Il faut donc, pour maintenir cet autofinancement à un niveau conséquent, faire en sorte que nos recettes augmentent dans des proportions similaires à l'augmentation des dépenses qui sont des augmentations subies. Alors les recettes, elles sont constituées comment? Nos recettes, elles proviennent principalement de la facture d'eau. C'est cette facture d'eau qui est en fait le nerf de la guerre. Les tarifs ils sont fixés par le comité syndical chaque année au mois de décembre à l'issue d'un travail d'équilibre très précis entre
nos ambitions d'investissement et donc l'élaboration et le chiffrage d'un programme d'investissement et la nécessaire prise en compte de la dimension sociale du prix de l'eau. Antoine, quels sont les défis de demain? Alors ça va se traduire pour l'eau potable par effectivement la nécessité de maintenir le patrimoine en état pour nos équipes d'exploitation. Bien entendu, il faudra donc sans doute améliorer encore l'effort fait pour renouveler les réseaux d'eau potable. Et il y aura nécessité sans doute d'adapter un certain nombre de traitements en fait, pour faire face aux nouvelles contraintes réglementaires en matière de qualité d'eau potable. Pour ce qui concerne l'assainissement, là on a un enjeu qui est de finir de desservir la zone d'assainissement collectif. Et donc là c'est un enjeu important. Donc le dernier défi qui effectivement n'a pas été évoqué jusqu'à présent concernant nos bâtiments de centres d'exploitation. En fait, le décret tertiaire va s'imposer à nous et on a un programme important donc à mettre en œuvre pour que nos bâtiments consomment moins d'énergie à l'avenir. Moi, c'est Fabien, je suis Noréade depuis 4 ans. Mon job, concevoir, suivre et contrôler les assainissements non collectifs et filer un coup de main sur les raccordements collectifs. Je vais rencontrer Alexis André, notre directeur technique assainissement, et Colette Watremey, vice-présidente et maire de Reinsart, pour qu'ils nous expliquent ce qu'est l'assainissement non collectif et les conséquences que ça peut avoir sur certains villages du territoire. Bonjour Colette. Bonjour Fabien. Où sommes-nous aujourd'hui? À Reinsart, au petit village de l'Avesnois. Bonjour Alexis. Bonjour Fabien. Que faisons-nous dans cette belle commune? Nous sommes venus contrôler une installation d'ANC dans ce village qui est représentative de la situation de l'assainissement non collectif du syndicat. Alexis, peux-tu nous expliquer ce que c'est l'assainissement non collectif? L'assainissement non collectif, ce sont les filières de traitement qu'on installe au niveau d'habitations, qui sont dédiées au traitement des eaux sales, des eaux usées domestiques, comme on les appelle, des habitations. Les particuliers ont l'obligation de mettre en place ce type de filière quand il n'est pas possible de se raccorder au réseau d'assainissement collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau dans la rue. Sur le territoire du Sidensian et de Noréade, c'est 30 000 installations quand même, donc c'est à peu près 10% des abonnés, c'est pas négligeable du tout, et ça se concentre dans les zones rurales où on trouve un habitat diffus, par exemple l'Avesnois ou les Flandres. Colette, comment Noréade contrôle les installations d'assainissement dans votre commune? Alors, comme nous sommes en assainissement non collectif, Noréade passe une fois tous les 4 ans dans chaque habitation pour contrôler les installations. Il nous délivre, si on est conforme, un certificat de conformité, si on ne l'est pas, bien sûr, un certificat de non-conformité. Et comme la différence entre les communes qui sont en assainissement collectif, le prix de l'eau est plus cher chez eux, nous, comme on n'est pas en assainissement collectif, on paye une redevance spéciale pour assainissement non collectif, ce qui permet de faire des contrôles et de dire aux gens de faire les travaux ou pas. Colette, une dernière question. Est-ce que les abonnés ont conscience de l'importance de l'assainissement individuel dans votre commune? Ah oui, là, ici à Reinsart, je peux dire que les gens sont très conscients. On est dans un village rural, on est entouré de terres agricoles. Ici, on a encore la chance d'avoir 7 exploitations agricoles, dont 4 ou 5, je ne sais plus, bio. Donc l'eau, c'est très important pour eux. L'environnement, la préservation, c'est encore plus important. Et puis en plus, les habitants savent aussi que je suis un maire qui, genre pitbull comme on dit, qui regarde toujours à tout. Et ils savent aussi que je suis vice-présidente chez Noréade. Donc Noréade et la pollution, l'environnement, c'est quelque chose qui concerne tous les habitants ici à Reinsart. Alexis, je vais te poser une dernière question. Quels sont les enjeux de l'assainissement non collectif? Les enjeux pour l'ANC sont importants. On peut en distinguer 2 en particulier. À ce jour, un aspect information, communication à destination des particuliers et des élus qui n'ont pas encore pleinement conscience de l'intérêt d'avoir un ANC conforme, intérêt pour le milieu naturel, pour les zones de captage, tout un tas de notions comme ça. Donc il y a un travail d'information à mener. Et deuxième aspect, nous avons donc une bonne nouvelle puisque l'agence de l'eau Artois Picardie a décidé de rétablir un programme d'aide directe aux particuliers, limité aux zones à enjeu environnemental et sanitaire,
programme d'aide qui va permettre de financer en partie la réhabilitation de leurs ANC. Donc à très court terme, nos conseillers techniques qui vont faire ces contrôles de fonctionnement chez les particuliers pourront délivrer l'information, accompagner le particulier, l'aider à monter son dossier pour qu'in fine, on arrive à mettre plus d'installations aux normes et donc à mieux préserver l'environnement. Moi, c'est Lucie, chez Noréade depuis 14 ans. Après les relations abonnées au centre d'exploitation de la Gorgue, j'ai rejoint la DSI en mai 2025 comme technicienne support et formation. J'aide les agents à régler leurs soucis informatiques. Je dépanne, je conseille et je forme. Je vais rencontrer Jean-Marc Lambin, notre directeur général adjoint, et Amélie Boisseau, ingénieure chargée d'opérations d'investissement. Nous allons parler d'assainissement collectif. Bonjour Amélie. Bonjour Lucie. Tu peux me dire où on est aujourd'hui ? On est sur le lagunage d'Ardifort dans les Flandres. Et justement, qu'est-ce qu'un lagunage ? Alors un lagunage, c'est un procédé d'épuration des eaux usées et des eaux de pluie qui est rustique, comme on peut le voir, qui s'implante bien dans le paysage. Il est principalement dédié aux petites collectivités de moins de 1000 équivalents habitants où le réseau mélange les eaux usées et les eaux de pluie. C'est une succession de bassins de différentes profondeurs qui permettent de venir épurer l'eau. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Lucie. Heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Où sommes-nous ? Alors nous sommes sur la station d'épuration de la Gorgue, donc qui est une station d'épuration intercommunale gérée par notre centre d'exploitation qui est juste à côté. Qu'est-ce que l'assainissement collectif ? L'assainissement collectif regroupe à la fois la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, donc sur une station d'épuration comme celle où on est aujourd'hui. Notre syndicat assure à la fois les investissements, le financement pour créer les réseaux de collecte, les stations d'épuration. Et au quotidien, en 2025, avec les services support du siège, nos centres d'exploitation assurent l'exploitation, l'entretien au quotidien des installations d'assainissement collectif sur nos 612 communes adhérentes sur cette compétence. Quelle est l'étendue du patrimoine géré par Noréade en lien avec cette compétence ? Alors sur les 612 communes adhérentes, le patrimoine il est vaste. C'est un peu plus de 8100 km de réseau de collecte avec plus de 2750 stations de pompage des eaux usées sur ce réseau de collecte. C'est 285 stations d'épuration qui représentent une capacité de traitement d'un peu plus d'1 million d'équivalents habitants. On distingue 3 catégories de stations d'épuration. La principale catégorie, comme celle où on est aujourd'hui, la station d'épuration de la Gorgue, donc station par bout activé, c'est environ 97% de la capacité de traitement du syndicat. Ensuite, on trouve les lagunages naturels, un procédé un peu plus rustique, donc ça représente 2,5% de la capacité de traitement. Pour terminer, sur 0,5% de la capacité, divers procédés encore plus rustiques sur des petites capacités comme les filtres plantés de roseaux. Et au total, chaque année, sur ces 285 stations d'épuration, c'est environ 45 millions de mètres cubes d'eau usée qui sont traités avant rejet au milieu naturel. Concrètement, comment sont traitées les eaux usées ? Peu importe le système d'épuration qui a été mis en place, que ce soit une station d'épuration en béton ou alors des filtres plantés de roseaux ou des lagunages qui sont des systèmes plus rustiques, ce sont les bactéries naturellement présentes dans les eaux usées qui vont venir dégrader la pollution. Elles se nourrissent de celle-ci, de la matière organique carbonée, et survivent grâce à l'oxygène contenu dans l'air. La deuxième phase importante, c'est la séparation solide-liquide. L'eau épurée va être retirée et rejetée au milieu naturel, et les boues, elles, vont être concentrées et ensuite épandues en agriculture. En quoi les boues sont-elles intéressantes pour les agriculteurs ? Alors les boues sont une matière organique riche en carbone, azote, phosphore et tout un tas d'autres éléments qui sont importants pour le bon développement des plantes. Donc les boues épandues en agriculture permettent d'améliorer la structure des sols et leur fertilité et donc permettent aussi de réduire les apports en engrais chimiques. Peux-tu me dire pourquoi il est important de raccorder son logement au réseau d'assainissement ? Alors, il est important de se raccorder au réseau d'assainissement parce que ça permet de s'assurer que les eaux usées produites par l'habitation sont vraiment traitées avant d'être rejetées au milieu naturel. C'est dans un objectif de l'amélioration et de la préservation de l'environnement. Quels sont les enjeux de l'assainissement collectif ? Les enjeux futurs, ça va être la gestion des changements climatiques et donc la gestion des pluies intenses qu'on peut avoir tout au long de l'année, en été ou en hiver. Ça va être de pouvoir gérer peut-être différemment ces eaux de pluie, puisque les flux sont très importants, et donc de gérer peut-être de manière plus intégrée ces eaux au niveau de la parcelle.
Moi c'est Xavier, chez Noréade depuis bientôt 10 ans. Je pilote les chantiers neufs en assainissement et eau potable, j'anime les réunions de chantier et je contrôle les raccordements chez les particuliers. J'ai rendez-vous avec Bernard Chocrot, vice-président et maire de Capelle-en-Pévèle, et Julie Lenindre, animatrice eau pluviale, pour parler de gestion des eaux pluviales urbaines. Pourquoi on a la chance d'être ici sous la pluie? Alors sous la pluie, bon, c'était pas forcément ce qui était attendu, même s'il en faut, il en manque depuis le début de l'année. En fait, on est ici parce que j'ai parlé de synergie et c'est un bel exemple de synergie entre Noréade et la communauté de communes Pévèle-Carambeau. On a signé une convention sur la gestion intégrée des eaux de pluie et donc ici, une des réalisations, c'est ce parking qui permet à l'eau de s'infiltrer, on peut le voir. Donc l'eau s'écoule et passe entre ces pavés qui ont des joints qui sont drainants. Et on préserve donc la ressource et on limite aussi le ruissellement. C'est la météo parfaite pour parler du sujet. Effectivement. Qu'est-ce que la gestion des eaux pluviales urbaines et combien de communes ont confié cette compétence au Sidensian Noréade? Alors, ce qu'on appelle la GEPU, la gestion des eaux pluviales urbaines, c'est à la fois la collecte des eaux, c'est son transport, c'est son stockage et c'est aussi le traitement. Et c'est environ 600 communes qui ont confié cette compétence à Noréade. Quels sont les enjeux liés à cette compétence? Alors c'est d'abord et avant tout préserver la ressource en eau. On le sait, elle est menacée, donc c'est un sujet qui est important. Ensuite, c'est limiter les ruissellements. Ici, on est sur un territoire qui est sujet aux inondations, donc c'est quelque chose d'important. En fait, il faut considérer que l'eau, ça n'est pas un déchet, mais c'est bien une ressource. Et on est où là, Julie? On est sur le showroom de l'Adopta, qui est basé dans le lycée Biotech à Wagnonville. L'association Adopta, avec qui on a un partenariat solide chez Noréade, a construit ce showroom pour montrer les différents revêtements perméables, les différentes solutions, telles que les noues, les toitures végétalisées, les jardins de pluie, afin de montrer concrètement quels sont les ouvrages existants. Bien Julie, cette fois-ci on a la chance d'être au sec. Comment est né le concept de gestion des eaux pluviales urbaines? Alors la gestion intégrée des eaux pluviales, ou GIEP, est née d'un changement de mentalité et d'un besoin d'adaptation au dérèglement climatique. Elle remplace la logique de tout tuyau et de grands bassins de rétention des eaux pluviales par une démarche, une approche beaucoup plus durable, beaucoup plus vertueuse et qui s'appuie sur des solutions fondées sur la nature. Noues, toitures végétalisées, tranchées drainantes ou jardins de pluie permettent à l'eau de s'infiltrer dans le sol, d'hydrater et d'abreuver la végétation, de rafraîchir les villes et, à long terme, d'aller recharger les nappes phréatiques. Et quel levier le Sidensian Noréade utilise pour promouvoir ce mode de gestion? Le syndicat a mobilisé 2 agents à temps plein pour pouvoir sensibiliser les élus, les informer sur les différentes techniques existantes et les subventions pour les financer, et les accompagner techniquement sur les différentes phases de leur projet. Et quels sont les défis et enjeux futurs auxquels la gestion des eaux urbaines devra faire face? Les grands défis à venir pour la gestion des eaux pluviales urbaines, c'est de pouvoir s'adapter à des épisodes pluvieux de plus en plus intenses liés au dérèglement climatique et du coup à des risques d'inondation accrus. Il est crucial que dès à présent, tous les acteurs locaux, élus, techniciens, urbanistes, intègrent systématiquement la GIEP dans leurs projets, quel que soit le territoire concerné. Pourquoi les pouvoirs du Sidensian Noréade sont limités en matière de gestion des eaux pluviales urbaines et plus largement dans la gestion des risques et des inondations? En fait, c'est que la gestion des eaux de pluie urbaines, elle se répartit dans les communes, dans les intercommunalités, dans les bureaux d'études qui font des projets, également dans les services d'urbanisme. Donc il y a un partage de cette compétence et il faut absolument, pour réussir à avancer, à progresser, qu'il y ait une synergie entre tous ces services. Moi c'est Rémi, agent GISA chez Noréade. Après 4 ans en alternance, j'ai signé un CDI en 2023. Je pilote les stations d'épuration avec un profil électro, automatisme et télégestion.
Je suis attendu par notre directeur général adjoint Dominique Vaneg et Marie-Bernadette Buissier-Lavalard, maire de Séranville-et-Foranville, au programme la protection incendie des habitations du territoire. Bonjour Madame la maire, comment allez-vous? Très bien. Bonjour Rémi. Monsieur Vaneg, bonjour. Bonjour Rémi. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Beau temps, hein? Ouais, très beau temps. Aujourd'hui, on va parler de la DECI. Vous, en tant que maire, quelles sont vos responsabilités? Alors, nous avons pris la compétence DECI avec Noréade en 2017 pour nous soulager quelque part un peu des responsabilités qui nous incombent en tant que maire. Donc, Noréade doit veiller au bon fonctionnement des points incendies, leur signalisation pour que ça soit en règle avec le SDIS. Alors Dominique, comment Noréade renforce la sécurité incendie dans les communes adhérentes? Comme toutes les compétences prises par le syndicat il gère à la fois le fonctionnement des services, donc le travail au quotidien de Noréade, mais aussi il prend en charge les investissements. C'est-à-dire que les communes ne participent pas aux investissements. Donc le syndicat s'est engagé dans un plan pluriannuel d'investissement. Il a 3 axes majeurs. Un, protéger tous les bâtiments administratifs, les écoles, les salles des fêtes, les mairies. Protéger tous les groupes de maisons de plus de 50 habitations. Et amener dans les villages qui n'y avaient pas encore, pour certains, une protection incendie conforme au centre du village. En quoi Noréade représente une solution efficace pour la DECI dans votre commune? Eh bien, c'est une assurance pour le maire qui est toujours chargé d'énormes responsabilités, et d'avoir transféré cette compétence à Noréade, ça nous rassure un peu dans le sens où une relation de confiance s'est établie avec les services du SIDEN-SIAN. Ce mode de fonctionnement, est-ce que ça plaît bien à nos maires? Bon, je pense qu'on peut dire oui. Parce qu'on regarde des adhésions. Aujourd'hui, plus de 500 communes adhèrent à la compétence DECI, 80% des communes qui nous ont transféré l'eau potable. Donc il y a une vraie adhésion à ce transfert de compétences. L'intérêt aussi pour le maire, au-delà des investissements dont on a déjà parlé avant, c'est sécuriser sa responsabilité. Donc c'est bien les services de Noréade, les services de la régie Noréade qui, au quotidien, 24/24 et 7 jours sur 7, gèrent le service DECI, garantissent que les ouvrages sont en eau et éventuellement préviennent le SDIS en temps réel s'il y avait une indisponibilité. Ça sécurise totalement cette obligation qu'a pour le maire. Alors Dominique, en quoi la prise en charge de la protection incendie par Noréade est-elle bénéfique pour les communes? Encore une fois, pareil que pour les autres compétences, on a une mutualisation complète du tarif. C'est-à-dire que, quel que soit le territoire, la commune paye une cotisation qui est sur le même principe, 5 € par habitant. Ça permet de développer à l'échelle du syndicat un programme d'investissement ambitieux, et ça permet surtout à des communes de petite taille de pouvoir bénéficier d'investissements avec une charge de contribution relativement réduite. Alors Madame la maire, quels investissements ont récemment été faits dans votre commune contre la DECI? Eh bien là, très récemment, cette citerne de 120 mètres cubes a été installée au premier semestre pour couvrir, alors ici à vrai dire nous avons l'école à proximité, donc qui est un établissement public, d'où l'obligation de Noréade de procéder à sa sécurisation pour notre commune de 420 habitants. Alors Dominique, la question qu'on se pose, c'est quel est l'état actuel du patrimoine de la DECI gérée par Noréade? Aujourd'hui, on a dans notre patrimoine 14 000 points d'eau incendie. Il y en a 13 000 qui sont des ouvrages comme on voit là, des poteaux d'incendie, soit des bouches incendie qui sont raccordées sur les réseaux d'eau. On a 1 millier d'ouvrages de stockage, c'est-à-dire soit des réserves, soit des citernes. Et puis on a aussi quelques points d'aspiration dans des rivières, dans des canaux. Alors un point d'aspiration, ça consiste à aménager le quai d'accès pour que les pompiers puissent venir stationner au droit du point de prélèvement d'eau. Alors l'État, c'est notre mission première. On se doit que ce patrimoine soit en parfait état, au regard de la responsabilité qu'endossent les maires et notre comité syndical et notre président.
Moi, c'est Mathieu. Je travaille chez Noréade depuis 3 ans. Je m'occupe des activités mécaniques de la société. Aujourd'hui, je vais rencontrer Claire Vendorme, notre directrice RH, et Alexandra Rançon, directrice du service Relations Abonnés. Et je vais échanger avec elles sur les problématiques de la gestion du personnel, mais aussi sur le service de la relation abonnée. Un service moins mis en lumière chez Noréade et pourtant si important. Bonjour Alexandra, ça va? Oui, ça va et toi? Je vais très bien. Où sommes-nous aujourd'hui? On est au SRA, au service Relations Abonnés, à Montigny-en-Lostrevent. Peux-tu me présenter le SRA et son mode de fonctionnement? Oui, donc le SRA centralise toutes les demandes des abonnés des régies et est compartimenté en plusieurs pôles. Combien d'appels et de courriers traitez-vous à l'année? On en traite énormément, on traite à peu près 200 000 appels par an et 40 000 courriers et environ 80 000 mails, en sachant qu'on répond à peu près dans les 48 heures à nos abonnés. Bonjour Claire. Bonjour Mathieu. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes au siège des régies Noréade à Ouescal. Quelles compétences faut-il avoir au sein des régies? De nombreuses, parce que nous ne dépendons pas d'un grand groupe et on doit tout gérer nous-mêmes. Il faut des compétences administratives, techniques, managériales. Et puis les métiers de l'eau et de l'assainissement nécessitent des capacités d'adaptation nombreuses et un savoir-faire précis. Quels sont les enjeux actuels en matière de recrutement? On a eu 68 recrutements l'année dernière et c'est vrai que c'est un de nos enjeux principaux en matière de développement. On doit accroître l'attractivité de nos métiers qui sont souvent associés au BTP alors qu'ils ont un fort impact environnemental. Qu'est-ce qui distingue le SRA d'un service client classique? Le service Relations Abonnés est bien plus qu'un service clientèle. C'est un véritable acteur de proximité du service eau et assainissement. Il faut savoir que les agents sont formés sur les spécificités techniques et réglementaires du territoire, ce qui fait qu'elles répondent aux abonnés avec expertise et beaucoup d'empathie. Et enfin, quel est le délai de traitement pour une demande d'abonné? Donc nos engagements nous demandent de traiter ça en 15 jours et aujourd'hui au SRA, on traite ça à peu près en 48 heures. Donc c'est vrai que c'est un bel indicateur de professionnalisme des équipes du SRA. Quels sont les enjeux du service support pour demain? Il faut absolument rester connecté avec le terrain, ne pas rester dans sa bulle et puis suivre régulièrement les évolutions technologiques et législatives pour ne pas être dépassé. Pourquoi travailler chez Noréade est une fierté pour les collaborateurs? Il y a de quoi être fier. Par notre activité déjà, l'eau, l'assainissement, donc tout ce qui est lié à l'environnement, de par notre service public qui est assuré 24 heures sur 24 auprès des abonnés, des élus en zone rurale. Venez, vous n'allez pas le regretter et vous allez vous sentir utile en participant à des missions à fort impact environnemental avec des super équipes solidaires et engagées.